Bienvenue sur Médian TV. Elle vient pour rehausser le niveau du commerce entre les pays africains. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, est opérationnelle depuis le début de cette année. Alors, comment fonctionne-t-elle? Quels sont ses autres avantages? Élément de réponse ce matin avec Omar Baldé, à qui je vais laisser d'ailleurs la main tout à l'heure. Omar Baldé qui reçoit en direct de Nouakchott le spécialiste du commerce régional, Abdoul Khan. Bonjour Omar. Bonjour Laetitia. Bien dormi? Ça va, ça va. J'avoue qu'avec le froid, c'est pas évident. Ouais, il est vrai qu'il fait froid, mais bon, ça va bientôt passer. Et je vous laisse la main. Merci beaucoup et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Médian TV, retardé de 6 mois en raison du Covid-19. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est enfin entrée en vigueur ce 1er janvier 2021. Cette ZLECAf est porteuse d'espoir car elle est censée porter à 60% le niveau du commerce intra-africain d'ici 2034, contre 16% aujourd'hui. Mais à l'instar de nombreux projets de l'Union africaine, cette ZLECAf ne risque-t-elle pas, elle aussi, de se sécher uniquement sur le papier? Quelles sont ses chances d'application et les modalités de sa mise en œuvre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le consultant et expert en commerce et en intégration régionale, Abdoul Khan, qui est en direct avec nous depuis Nouakchott. Bonjour Abdoul Khan. Bonjour. Alors, concrètement, comment, une entreprise, pour comprendre ce qu'est cette ZLECAf, comment une entreprise ou un exportateur marocain, ivoirien ou encore éthiopien va ressentir l'utilité de cette ZLECAf dans ses échanges avec les autres pays africains? Bonjour et merci pour votre invitation et l'intérêt pour ce débat. Concrètement, il devrait y avoir dans chacun des États partenaires à la ZLECAf ce qu'on appelle un comité national d'agrément, à partir duquel les demandes des entrepreneurs nationaux sont centralisées et un comité qui va notifier la liste des produits déclarés originaires du pays concerné au secrétariat de la ZLECAf. Et c'est sur la base de cette liste-là, en principe, que les entreprises devraient pouvoir bénéficier des préférences continentales. Évidemment, cela suppose qu'il y ait un dossier type d'agrément qu'il faut déposer au niveau de ce comité national et que, bien sûr, les produits proposés répondent aux critères d'origine qui seront retenus pour bénéficier de la préférence ZLECAf. Alors, cela dit, concrètement, vous avez évoqué tout à l'heure des produits. Quels sont aujourd'hui les types de produits qui sont concernés par la ZLECAf? En principe, c'est tous les produits qui seront obtenus ou fabriqués dans l'espace des pays partenaires. C'est bien sûr les produits du cru et de l'artisanat traditionnel, mais également les produits manufacturés qui rempliront les taux de valeur ajoutée qui seront requis pour être reconnus originaires. Alors il faut être bien précis, l'agrément n'est pas pour une personne, l'agrément c'est pour un produit. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez la carte d'identité nationale de tel ou tel pays membre que votre produit est déclaré originaire. Non, c'est le niveau d'intégration du produit dans le tissu économique national qui confère l'origine, donc l'attachement du produit au territoire douanier de l'État concerné. Alors, s'agit-il à ce jour d'une libéralisation totale des échanges ou plutôt graduelle? Ce que j'entends par là, c'est carrément la suppression des taxes douanières ou bien c'est une suppression à hauteur de 30% ou 50%? En principe, les zones de libre-échange, en tout cas dans l'expérience continentale, c'est généralement des approches graduelles, donc un processus linéaire de désarmement tarifaire qui devrait s'étaler
sur une période à convenir entre les États. Je sais que la troisième conférence des ministres du Commerce en juin 2017 avait envisagé un scénario de 5 ans pour les pays non PMA, 10 ans pour les pays PMA, et pour les produits sensibles, 10 ans pour les premiers et 13 ans pour les seconds. Dans l'accord qui a été définitivement signé et le protocole annexe sur le commerce des marchandises, ces précisions n'y sont pas encore intégrées. Probablement, elles le seront dans les appendices, les annexes et les appendices. Mais concrètement, ça devrait s'étaler sur une dizaine d'années, un peu plus probablement pour les produits sensibles et les pays PMA. Donc, c'est une en fait entrée en vigueur graduelle qui a été donc décidée. Cela dit, un grand débat s'est posé lorsque l'accord a été signé en mars 2018 à Kigali. Ce fameux débat sur les règles d'origine, c'est-à-dire des entreprises chinoises ou américaines ou françaises installées dans des pays qui entretiennent des accords de libre-échange avec ces grandes puissances-là. Donc, pour ce qui est des règles d'origine et les produits donc, fabriqués par ces entreprises et exportés sur le continent, qu'est-ce qui est réellement prévu? En principe, je le disais tantôt, l'agrément n'est pas pour une personne, mais pour un produit. Dès l'instant où le produit est fabriqué sur le continent, même par une entreprise asiatique ou américaine, si elle utilise un niveau de matière première local déterminé, ou si elle génère un niveau de valeur ajoutée substantiel, peut-être 40% ou 35% selon les catégories de produits, il est reconnu originaire de ce pays-là, quelle que soit par ailleurs la nationalité de l'investisseur. Donc, cette polémique ne devrait pas perdurer outre mesure parce que c'est quand même l'approche classique jusque-là utilisée par toutes les zones de libre-échange à travers le monde, y compris les zones de libre-échange déjà existantes dans le cadre des communautés économiques régionales. Maintenant, c'est peut-être les processus de production, leur qualification, les descriptifs qui permettront de savoir si c'est juste des mises en conditionnement ou des emballages ou en tout cas des systèmes de montage qui ne confèrent pas une valeur ajoutée réelle. Mais si, à contrario, le processus de transformation élaboré sur le continent, dans les pays membres, est substantiel et réel en termes de salaire, en termes de services divers locaux, il y va de soi que le produit il est national et il ne devrait pas se poser de difficultés majeures en la matière. J'ajoute que la sagesse et le réalisme auraient été d'utiliser déjà les règles d'origine des communautés économiques régionales. Qui ont déjà eu à travailler sur ce terrain. Ce sont les mêmes États, c'est le même continent. D'autant plus que la ZLECAf, normalement, est conçue comme étant le résultat d'un processus de convergence des communautés économiques, des zones de libre-échange des communautés économiques régionales. On devrait partir de ces règles d'origine-là. Et ce débat-là aurait été vraiment derrière nous si cette stratégie de départ du traité d'Abuja avait été maintenue telle qu'elle. Alors, donc, comme vous le dites, si ce traité d'Abuja a été maintenu comme tel, vous évoquez là un point important, à savoir ce qui a été déjà conclu ou en cours d'application au niveau donc, des communautés économiques régionales. Je pense notamment à la CEDEAO, je pense à la CEMAC, entre autres. Selon vous, donc, si la ZLECAf arrive aujourd'hui, elle met fin aux accords tarifaires en cours actuellement au niveau des communautés économiques régionales? Non. C'est-à-dire que le schéma ZLECAf va démarrer à 2 vitesses dans un premier temps. C'est-à-dire que le commerce entre les pays membres d'une même communauté économique régionale, donc qui sont déjà au taux zéro, va rester régi par les règles propre à cette communauté économique régionale.
Et, autrement dit, le commerce entre pays, la CEDEAO, reste régi par le schéma CEDEAO, CEMAC, la même chose, ainsi de suite. La ZLECAf va avoir un espace résiduel, c'est-à-dire le commerce entre États qui n'appartiennent pas à la même zone de libre-échange, donc qui ne sont pas encore au taux zéro. Lorsque le calendrier de désarmement tarifaire ZLECAf arrivera au taux zéro, il y aura tout simplement alignement des schémas continentaux et régionaux. Mais dans un premier temps, c'est un schéma à deux vitesses qui va s'opérer. La ZLECAf aura un espace résiduel qui sera celui du commerce entre États n'appartenant pas à la même communauté économique régionale. Alors, parlons maintenant des obstacles potentiels. On a vu que l'Union africaine, quand même, ces dernières années, ces dernières décennies, a pris pas mal d'initiatives, a lancé pas mal de projets. Je pense notamment au fameux passeport africain. Beaucoup d'initiatives, mais qui sont presque restées lettres mortes. S'agissant aujourd'hui de la ZLECAf, pensez-vous qu'avec les lourdeurs administratives au niveau des frontières, est-ce que cela ne risque pas vraiment de condamner cet accord? Écoutez, la ZLECAf ne va pas changer du jour au lendemain l'existence sur le continent. Donc, toutes les tares auxquelles vous faites allusion sont encore là. Il s'agit de continuer de les lever à travers les programmes de facilitation du commerce, à travers la bonne gouvernance dans chacun des États. Mais il est évident que la ZLECAf sera confrontée aux mêmes difficultés que les schémas actuels de libéralisation des communautés économiques régionales. Mais il y a plus important que ça. Il y a plus important que les tracasseries administratives ou les problèmes de contrôle aux frontières sur les axes routiers. Il y a le problème de la conception même de cette zone de libre-échange. Vous savez, la ZLECAf n'intéressera tous les États africains dans la durée que si chacun trouvera son compte dans les règles du jeu. Or, moi, ce qui me préoccupe, c'est que la ZLECAf, pour l'instant tout au moins, n'a pas prévu d'instruments de péréquation pour un partage équilibré des coûts et profits du marché régional. Et ça, c'est quelque chose, c'est un problème qu'on risque de voir une fois le processus mis en cause. La vision angélique d'une fraternité entre Africains, tout ça, non, ça ne peut pas soutenir une coopération durable en matière commerciale. La coopération ne sera durable que si chaque État trouve son compte dans les règles du jeu. Et c'est pour cela qu'aussi bien les communautés économiques régionales, l'Union européenne, le Mercosur, etc., avaient prévu des instruments d'accompagnement, des instruments de péréquation, que ce soit des fonds structurels, que ce soit les fonds de cohésion sociale, pour que ceux qui commercent le moins parce qu'ils n'ont pas suffisant, parce que le secteur manufacturier n'est pas suffisamment développé, trouvent aussi d'autres atouts dans le jeu communautaire qui leur permettent de compenser ce à quoi ils renoncent en termes de recettes fiscales. De mon point de vue, cette question pourrait être à terme la plus importante par rapport aux obstacles ou bien aux tracasseries auxquelles nous faisons allusion. C'est vrai, en juillet 2019, une facilité d'Afreximbank a été annoncée de $1 milliard pour les pays africains qui en feraient la demande. Mais à quelles conditions? C'est un point d'interrogation. Afreximbank, c'est une banque, comme toutes les autres banques. Elle n'opère pas de la même façon que les fonds structurels ou les fonds de cohésion sociale ou les fonds compensatoires qui accompagnent les zones de libre-échange dans les CR africaines ou bien à l'Union européenne ou bien le fonds de convergence économique dans le Mercosur. De mon point de vue, à terme, c'est cet obstacle-là qui pourrait être le plus important parce qu'il pourrait nous amener à une situation d'une ZLECAf à la carte. Autrement dit, les États qui ont un potentiel d'exportation en produits manufacturiers vont se presser d'y adhérer, mais à contrario, ceux qui n'ont pas un tissu économique assez développé ne seraient pas très enthousiastes à renoncer à leurs droits sans autre profit quelconque du commerce intra-régional. Alors,
les tracasseries administratives, la petite corruption, les problèmes sécuritaires maintenant dans certaines régions, oui, cela fait partie des questions qu'il faudra gérer, mais ça c'est au même titre que les communautés économiques régionales. Alors, se pose aussi une autre question. L'Afrique ou les pays africains entretiennent pas mal, certains pays africains, je dirais, entretiennent pas mal d'accords de libre-échange avec d'autres puissances économiques. En même temps, on a les APE qui sont discutés, donc pas mal de tissus d'accords qui sont là. Globalement, quelle interaction prévoir ou à quel, je vais dire, conflit s'attendre entre ces différents accords et la ZLECAf? C'est une question assez pertinente. Bon, en principe, aucune zone de libre-échange n'est exclusive d'autres accords commerciaux de même nature. C'est-à-dire qu'un État membre d'une zone de libre-échange peut bien conclure d'autres accords commerciaux avec d'autres. L'essentiel, c'est que ces accords ne soient pas plus avantageux que ceux prévus dans la stratégie du traité d'Abuja. Mais là où effectivement le problème risque de se poser, c'est si le processus, notamment prenant celui des APE, si les APE se mettent en place avant le taux zéro de la zone de libre-échange continentale, il est évident que notre zone de libre-échange continentale risque de ne pas avoir un impact sur notre tissu manufacturier, sur nos économies. Parce que si vous avez un taux zéro sur les produits européens, qui sont souvent de qualité supérieure, qui sont plus élaborés, qui sont mieux conçus, et un taux similaire zéro pour le produit similaire sous-régional africain, qu'il soit burkinabé ou gabonais ou autre, le consommateur peut avoir tendance à préférer le produit européen. On a donc intérêt au niveau du continent à réaliser cette zone de libre-échange continentale avant l'arrivée à terme des APE, parce que là, les règles du jeu risquent d'être assez déséquilibrées pour les produits africains, et l'effet de délocalisation que la zone de libre-échange continentale pourrait produire au niveau des investisseurs non africains pourrait être annihilé, parce que le producteur européen peut rester chez lui en Europe, commercer au taux zéro sur le continent africain et donc prendre une part importante qui devait être celle des produits africains. Il y a là un timing à bien gérer. Il faudrait que les États africains atteignent entre eux le taux zéro bien avant les autres accords commerciaux, notamment celui de l'APE, parce que l'Europe est l'un des principaux partenaires commerciaux du continent. Une course contre la montre donc pour concrétiser et protéger tout ce qui est prévu donc comme bénéfice de la ZLECAf. Merci Abdoul Kane. Je rappelle que vous êtes consultant et expert en commerce et intégration régionale. Vous étiez en direct avec nous depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Merci beaucoup. Merci M. Baldé, merci à Medi TV. Merci de nous suivre donc sur Medi TV. Très bonne journée et bonne suite de programme.